Il est debout devant les micros des Nations Unies, uniforme militaire, 35 ans à peine, et il dit à la face du monde ce que des millions d'Africains pensaient depuis des décennies sans pouvoir le crier. Derrière lui, une salle remplie de diplomates habitués au protocole, à la prudence, aux formules creuses. Devant lui, les caméras du monde entier. Et lui, il ne tremble pas. Il ne cherche pas l'approbation. Il parle comme un homme qui a déjà décidé, qui a déjà agi, qui n'a plus rien à perdre parce qu'il a choisi de tout risquer pour quelque chose de plus grand que lui-même. Il y a des moments dans l'histoire où l'ordre établi vacille, non pas à cause d'une guerre de 100 000 hommes ou d'une révolution planifiée pendant des années, mais à cause d'un seul acte de refus. Un homme qui dit non. Un pays qui se lève. Et soudain, tout ce que l'on croyait immuable, inévitable, gravé dans le marbre des traités et des dépendances économiques, commence à se fissurer avec le bruit sourd d'un continent qui reprend conscience de sa propre force. C'est exactement ce qui s'est passé au Burkina Faso à partir de septembre 2022, et ces ondes de choc n'ont pas fini de se propager. Pendant plus de 60 ans, une architecture invisible a gouverné l'Afrique de l'Ouest. Une construction patiente, méthodique, camouflée derrière le langage de la coopération et de l'amitié entre les peuples. Des bases militaires étrangères plantées sur des sols souverains. Une monnaie dont la valeur était décidée à Paris. Des présidents qui prenaient leurs ordres avant de prendre leurs fonctions. Ce système avait survécu aux indépendances, aux coups d'État, aux discours enflammés d'une génération de leaders oubliés ou assassinés. Il avait l'air éternel. Il avait l'air indestructible. Et puis est arrivé un capitaine du village de Bondocuy. Le nom de Thomas Sankara plane sur tout ce qui se passe aujourd'hui au Sahel comme une ombre à la fois lumineuse et menaçante. Sankara, l'homme qui avait osé briser les chaînes, qui avait nourri les enfants, vacciné les villages, reboisé la savane, regardé les créanciers du Fonds monétaire international dans les yeux et ri de leur pouvoir. Sankara avait été abattu à 37 ans, trahi par son propre camp, enterré sans cérémonie pour que son idée meure avec lui. Mais les idées que l'on enterre ne meurent pas toujours. Parfois elles dorment. Parfois elles attendent. Ce que Ibrahim Traoré a déclenché ne se limite pas au Burkina Faso. Ce n'est pas l'histoire d'un coup d'État de plus dans une région qui en a trop connu. C'est le récit d'un basculement, d'une recomposition en cours de l'ordre mondial tel qu'il a été imposé depuis la fin des empires coloniaux. Un ordre que beaucoup pensaient définitif, naturel, peut-être même juste. L'Afrique que Traoré incarne n'est plus celle qui demande la permission. Et ce changement, qu'on l'approuve ou qu'on le redoute, qu'on l'admire ou qu'on le condamne, va redéfinir les équilibres de la planète pour les décennies à venir. Septembre 2022. Dans les rues de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, quelque chose se passe que personne n'avait vraiment prévu, ou peut-être que tout le monde attendait sans oser le dire. Des colonnes de fumée montent au-dessus de la ville. Des soldats bloquent dans les axes principaux. La radio nationale diffuse une musique militaire qui coupe net les programmes habituels. Ce signal sonore que toute une génération d'Africains de l'Ouest reconnaît dans ses os avant même de comprendre les mots. Et puis une voix, jeune, ferme, presque calme, prend la parole. Ce n'est pas la voix d'un général aux tempes grises, d'un homme qui aurait passé sa carrière à manœuvrer dans les couloirs du pouvoir. C'est la voix d'un capitaine de 35 ans qui s'appelle Ibrahim Traoré et qui vient de changer le cours de l'histoire. Ce coup d'État, le deuxième en moins d'un an dans ce pays épuisé, aurait pu n'être qu'un de plus dans la longue liste des putschs qui ont marqué l'Afrique de l'Ouest depuis les indépendances. Le monde avait ses habitudes face à ce genre d'événements. Quelques déclarations de condamnation des chancelleries occidentales, des appels au retour à l'ordre constitutionnel,
puis une normalisation progressive avec le nouveau pouvoir en place, parce que les intérêts économiques ne s'embarrassent jamais longtemps de principes. Mais très vite, en écoutant Traoré parler, en observant ses gestes, en lisant entre les lignes de ses premières décisions, quelque chose devenait évident pour quiconque regardait avec attention. Cet homme n'avait pas pris le pouvoir pour rejoindre le club. Il avait pris le pouvoir pour en sortir définitivement. La première grande scène internationale se joue quelques mois plus tard, à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Imaginez la salle. Des centaines de délégations, des costumes 3 pièces, des traducteurs dans leurs cabines vitrées, le décorum feutré d'une institution habituée à transformer les crises en communiqués et les urgences en résolutions sans dents. Et là, à la tribune, un homme en treillis militaire, béret rouge, regard direct, sans le moindre signe de nervosité face à l'une des scènes les plus regardées de la diplomatie mondiale. Ibrahim Traoré ne vient pas demander de l'aide. Il ne vient pas remercier ses partenaires. Il vient dire, avec une précision chirurgicale et une absence totale de diplomatie ornementale, ce que le système international représente réellement pour les peuples qu'il prétend servir. Son discours ne dure pas longtemps, mais chaque phrase tombe comme un bloc de granit dans l'eau calme du consensus international. Il parle de l'impérialisme, non pas comme d'un concept abstrait sorti d'un manuel de sciences politiques poussiéreux, mais comme d'une réalité concrète, vécue, quotidienne, qui se mesure en soldats étrangers sur le sol burkinabé, en ressources naturelles qui partent sans retour équitable, en décisions capitales prises à des milliers de kilomètres par des gens qui n'ont jamais entendu le nom d'un seul village du Sahel. Il parle de la souveraineté comme d'une exigence non négociable, pas comme d'un idéal romantique réservé au discours de fête nationale. Et quand il cite les puissances qui ont, selon lui, transformé l'Afrique en terrain de jeu géopolitique, il ne baisse pas les yeux, il ne cherche pas l'euphémisme, il ne glisse pas la main dans le gant de velours de la langue diplomatique. Le mot « France » sort clairement, sans tremblement, sans précaution protocolaire. Dans les couloirs de l'ONU, des diplomates échangent des regards. Quelque chose vient de se rompre. Ce moment-là est crucial à comprendre parce qu'il n'est pas isolé. Traoré ne parle pas dans le vide, il ne crie pas dans le désert d'un continent résigné. Il parle au nom d'une génération entière, celle qui a grandi avec Internet et les réseaux sociaux, qui a vu les vidéos des interventions militaires étrangères, qui a fait le calcul simple, brutal et dévastateur entre les richesses souterraines de son continent et la pauvreté persistante, humiliante de ses populations. Cette génération a un mot pour ce qu'elle ressent, un mot qui circule des rues d'Abidjan au marché de Dakar, des universités de Bamako aux places de Niamey. Trop longtemps, trop de patience, trop de concessions pour trop peu de résultats. Et Traoré, debout à la tribune des Nations unies en treillis militaire, est devenu en quelques minutes le visage humain de ce trop collectif qui cherchait depuis des décennies une incarnation. Mais pour mesurer la portée réelle de ce qui se passe, il faut comprendre ce que représente la France au Burkina Faso et dans toute la région du Sahel. Pas la France des cartes postales et des droits de l'homme gravés sur les frontons des mairies, pas la France de la culture et des lumières que l'on enseigne dans les lycées. La France opérationnelle, stratégique, celle qui maintient depuis les indépendances des années 60 une présence militaire, économique et monétaire sur un continent qui, officiellement, n'est plus sa colonie depuis longtemps. Cette présence a un nom que même les journaux grand public commencent désormais à prononcer sans ricaner. La France-Afrique. Et démanteler cette structure, ou même oser en parler publiquement, sans être aussitôt discrédité ou marginalisé, c'était jusqu'à récemment un exercice réservé aux franges radicales de la politique et aux amphithéâtres des universités africaines. Traoré l'a mis au centre du débat mondial, sous les projecteurs les plus intenses de la scène internationale. La réaction de Paris ne se fait pas attendre, et elle suit un schéma prévisible pour qui connaît l'histoire des relations franco-africaines depuis 60 ans. Les autorités françaises parlent de déstabilisation, de manipulation, d'ingérence extérieure venue d'ailleurs.
On évoque avec insistance le spectre de la Russie, de la société militaire privée Wagner, des puissances révisionnistes qui chercheraient à remplir le vide laissé par un retrait français présenté comme forcé et illégitime. Ces arguments ne sont pas tous sans fondement. Ils méritent d'être examinés sérieusement et sans naïveté, mais ils contiennent aussi une hypothèse implicite que des millions d'Africains trouvent profondément offensante, presque insultante dans sa condescendance. L'idée que les populations du Sahel seraient structurellement incapables de vouloir leur propre souveraineté par elles-mêmes, qu'elles auraient forcément besoin d'un manipulateur extérieur pour oser dire non à Paris, comme si 60 ans de domination documentée ne suffisaient pas à expliquer une colère parfaitement rationnelle. Ce qui se joue à Ouagadougou à partir de septembre 2022 dépasse donc largement la politique intérieure d'un pays enclavé du Sahel, que beaucoup de gens dans les capitales occidentales seraient incapables de localiser sur une carte sans hésiter. C'est un test en temps réel d'une question que le 21e siècle va devoir résoudre tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que l'ordre mondial construit après la Seconde Guerre mondiale, cet ordre qui a permis à certaines puissances de maintenir une influence néocoloniale habilement déguisée, en coopération bienveillante, peut encore tenir face à des populations qui refusent catégoriquement de jouer le rôle subalterne qu'on leur a assigné sans les consulter? Ibrahim Traoré n'a pas répondu seul à cette question. Il a posé son corps dessus, il a parié sa vie dessus, il a engagé son peuple dessus. Et toute l'Afrique, et bien au-delà de l'Afrique, retient son souffle en regardant ce qui va se passer. Il y a une carte que l'on ne montre pas dans les écoles françaises. Une carte qui ne ressemble pas aux atlas habituels, avec leurs frontières nettes et leurs couleurs distinctes attribuées à chaque nation souveraine. Cette carte-là serait différente. Elle montrerait les bases militaires françaises encore actives sur le continent africain, les réseaux de dirigeants liés à Paris par des décennies de relations opaques, les flux de matières premières qui traversent l'Atlantique dans un seul sens, et une monnaie commune à 14 pays africains dont la valeur est encore aujourd'hui garantie par le Trésor public français. Si vous regardiez cette carte avec honnêteté, vous ne verriez pas une coopération entre nations souveraines et égales. Vous verriez quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un empire, simplement redessiné pour survivre à l'ère des indépendances. Pour comprendre Ibrahim Traoré, pour comprendre pourquoi ces discours provoquent des frissons dans des pays aussi éloignés que le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou la République démocratique du Congo, il faut d'abord comprendre le système contre lequel il s'est dressé. Ce système a ne que de nom. Un nom qui a longtemps été réservé aux cercles militants avant d'entrer lentement dans le vocabulaire des médias mainstream, la France-Afrique. Ce terme, inventé ironiquement par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny pour décrire une relation d'amitié, a été retourné comme un gant par le chercheur François-Xavier Verschave pour nommer quelque chose de beaucoup plus sombre. Un réseau de connivence, de corruption organisée, d'intervention militaire déguisée et de mainmise économique qui a permis à la France de maintenir sur ses anciennes colonies africaines une influence que les traités d'indépendance étaient censés avoir abolie. Commençons par l'argent, parce que l'argent est toujours le meilleur endroit pour commencer quand on cherche à comprendre qui détient réellement le pouvoir. Le franc CFA, aujourd'hui rebaptisé en franc de la Communauté financière africaine dans sa version ouest-africaine, est utilisé par 8 pays de la région, dont le Burkina Faso faisait partie jusqu'à récemment. Sa particularité est unique au monde. Il s'agit d'une monnaie souveraine d'États indépendants dont la parité fixe avec l'euro est garantie par la France et dont une fraction des réserves de change était historiquement déposée auprès du Trésor français. Imaginez que votre pays ait sa propre monnaie, mais que vous soyez obligé de déposer une partie de vos économies dans la banque de votre voisin et que ce voisin ait son mot à dire sur la valeur de votre argent. Ce n'est pas une métaphore approximative, c'est une description assez précise de ce qu'a vécu l'Afrique de l'Ouest pendant plus de 60 ans après ses prétendues indépendances. Mais la France-Afrique ne se réduit pas à une mécanique monétaire, aussi révélatrice soit-elle. Elle s'incarne aussi dans le béton et l'acier des bases militaires.
Au moment où Traoré prend le pouvoir à Ouagadougou, la France maintient encore des soldats sur le sol de plusieurs pays africains, officiellement dans le cadre d'accords de défense bilatéraux, officiellement pour lutter contre le terrorisme, officiellement pour protéger la stabilité régionale. Ces bases sont à N'Djamena au Tchad, à Dakar au Sénégal, à Djibouti, à Abidjan, l'opération Barkhane, déployée au Sahel avec plusieurs milliers de soldats, était présentée comme une réponse indispensable à la menace djihadiste. Mais une question simple et dérangeante se posait avec une insistance croissante dans les rues de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey. Après presque une décennie de présence militaire française intense, pourquoi l'insécurité avait-elle empiré au lieu de reculer? Cette question n'est pas rhétorique, elle est documentée. Les chiffres sont là, froids et implacables. Entre 2013, date du début de l'intervention française au Mali, et 2022, le nombre de victimes civiles liées aux groupes armés au Sahel a été multiplié par un chiffre qui donne le vertige. Les territoires sous contrôle des groupes djihadistes ont considérablement étendu leur emprise, grignotant des régions entières qui étaient encore relativement stables avant l'arrivée des soldats français. La présence militaire étrangère n'avait pas stabilisé la région. Elle avait, au mieux, maintenu un équilibre précaire qui servait davantage les intérêts géopolitiques de Paris que ceux des populations burkinabées, maliennes ou nigériennes qui mouraient dans les villages. Ce constat brutal, même des analystes occidentaux modérés commençaient à l'admettre en privé. Il y a aussi la dimension que l'on évoque encore plus rarement, celle qui se cache derrière les euphémismes de la coopération au développement et du partenariat stratégique. Le sous-sol africain. L'Afrique de l'Ouest et centrale regorge de ressources dont les économies industrialisées ont un besoin vital. Uranium, or, manganèse, bauxite, pétrole, gaz naturel. Le Niger, voisin et futur allié de Traoré au sein de l'Alliance des États du Sahel, fournissait à lui seul une part significative de l'uranium qui alimentait les centrales nucléaires françaises, permettant à la France de maintenir son indépendance énergétique et de vendre de l'électricité à toute l'Europe. Les populations nigériennes, elles, vivaient dans un pays classé parmi les plus pauvres du monde malgré ce trésor souterrain. La géographie de la misère africaine et la géographie des ressources naturelles africaines se superposent avec une précision qui rend la coïncidence statistiquement impossible. La France-Afrique a également fonctionné grâce à ses hommes, à ses réseaux humains tissés sur plusieurs générations. Des présidents africains formés dans les grandes écoles françaises, des chefs d'État entretenant des relations personnelles étroites avec les présidents de la République française, des hommes d'affaires faisant l'interface entre les intérêts des multinationales françaises et les décideurs locaux. Ces réseaux ont un nom dans la littérature politique. Les réseaux Foccart, du nom de Jacques Foccart, le conseiller de l'Élysée qui a orchestré la politique africaine de la France pendant des décennies sous De Gaulle et ses successeurs. Foccart est mort, mais ses méthodes ont survécu, adaptées aux nouvelles réalités, recyclées dans le vocabulaire de la mondialisation et de la bonne gouvernance. Les présidents qui refusaient de jouer le jeu pouvaient s'attendre à des destinées brutales. Sylvanus Olympio au Togo, tué en 1963. Thomas Sankara au Burkina Faso, assassiné en 1987. La liste est longue et elle n'est pas une coïncidence. C'est contre cette architecture précise, documentée et pluridécennale que Ibrahim Traoré a choisi de se dresser. Pas contre une abstraction, pas contre un fantôme colonial résiduel, mais contre un système opérationnel, vivant, doté d'intérêts économiques considérables et d'une capacité de réaction que l'histoire avait démontré à plusieurs reprises de façon sanglante. Quand Traoré expulse les soldats français du Burkina Faso, quand il dénonce les accords de défense signés par ses prédécesseurs, quand il se retire de la CEDEAO et construit une nouvelle alliance régionale, il ne fait pas un geste symbolique destiné à la galerie. Il démonte brique par brique une structure qui avait mis des décennies à se construire et qui n'avait aucune intention de se laisser défaire sans résistance. La question n'est pas de savoir s'il a raison ou tort sur tout.
La question est de savoir s'il survivra assez longtemps pour que son pari tienne. Le nom Burkina Faso signifie littéralement la terre des hommes intègres. Ce n'est pas un nom hérité de la colonisation, pas un vestige administratif imposé par une puissance étrangère soucieuse de classer et de nommer ce qu'elle entendait posséder. C'est un nom choisi, forgé en 1984 par Thomas Sankara lui-même, assemblé à partir du Mouré et du Dioula, les deux langues principales du pays, comme un acte politique autant que symbolique. Un pays qui se nomme ainsi se place d'emblée sous une exigence morale particulière. Il promet quelque chose à ses habitants, et pendant les décennies qui ont suivi cette promesse, ce pays a regardé ses dirigeants la trahir les uns après les autres avec une régularité qui aurait été comique si elle n'avait pas été si douloureuse. Pour comprendre pourquoi la population burkinabé a accueilli l'arrivée de Traoré au pouvoir avec un soulagement qui ressemblait par endroits à de la joie, il faut prendre la mesure de ce que ce pays traversait dans les années qui ont précédé septembre 2022. Le Burkina Faso n'était pas simplement un pays pauvre confronté aux défis ordinaires du développement africain. C'était un État en train de se désintégrer sous les coups d'une violence djihadiste qui avait débuté timidement au nord du pays vers 2015, avant de s'étendre comme une tache d'huile sur l'ensemble du territoire, engloutissant des régions entières dans un chaos qui rendait toute gouvernance normale impossible. Les chiffres de cette catastrophe sont vertigineux et méritent d'être entendus sans filtre ni atténuation. À l'apogée de la crise sécuritaire, plus de 2 millions de Burkinabés avaient été déplacés à l'intérieur de leurs propres frontières, abandonnant leurs villages, leurs champs, leurs cimetières, fuyant devant des groupes armés qui imposèrent leurs lois avec une brutalité méthodique. Des régions entières du nord et de l'est du pays étaient devenues des zones grises où l'administration de l'État n'existait plus que sur le papier. Des écoles avaient été fermées par centaines, certaines brûlées, leurs enseignants menacés ou assassinés lorsqu'ils refusaient de quitter leur poste. Des marchés hebdomadaires qui rythmaient la vie économique et sociale de communautés entières avaient disparu, rendant l'approvisionnement en nourriture dans certaines zones un exercice périlleux, parfois fatal. La famine commençait à frapper des populations déjà fragiles, privées de leur capacité de production agricole et coupées des circuits commerciaux normaux. Le président en place avant le premier coup d'État de janvier 2022, Roch-Marc Christian Kaboré, n'était pas un dictateur sanguinaire. C'était quelque chose de presque plus décevant. Un homme ordinaire, issu du système, incapable de la rupture radicale que la situation exigeait. Son gouvernement avait multiplié les appels à l'aide internationale, renforcé les partenariats avec la France dans le cadre de l'opération Barkhane, signé des accords avec des pays voisins pour une coordination sécuritaire régionale. Résultat sur le terrain, l'insécurité avait continué à progresser, année après année, comme indifférente aux communiqués officiels et aux cérémonies de signature de mémorandums. Les soldats burkinabés mouraient dans des embuscades de plus en plus audacieuses. La population regardait et comprenait que quelque chose de fondamental ne fonctionnait pas, que la stratégie en place n'était pas seulement inefficace, mais peut-être structurellement condamnée à l'échec. Il faut aussi parler de ce que cette crise sécuritaire révélait sur la profonde de l'État burkinabé, tel qu'il avait été construit depuis les indépendances. Un État dont les forces armées étaient sous-équipées non pas par manque de ressources nationales, mais par absence de volonté politique d'investir dans une capacité militaire autonome, parce qu'une telle autonomie aurait remis en question la nécessité des partenariats de défense avec la France. Un État dont les élites dirigeantes avaient des intérêts économiques et des réseaux personnels qui les liaient organiquement au système néocolonial qu'elles auraient dû, en théorie, combattre au nom de leur population. Un État dont les institutions avaient été conçues, depuis l'époque coloniale, pour extraire des ressources et maintenir l'ordre plutôt que pour développer les capacités humaines d'un peuple et défendre sa dignité collective. Cette architecture-là ne s'effondre pas sous les bombes djihadistes. Elle se révèle. Et ce que les Burkinabés ont vu se révéler leur a arraché les dernières illusions qu'ils pouvaient encore entretenir. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba,
qui prend le pouvoir lors du premier coup d'État de janvier 2022, représente une tentative de réponse militaire à cette crise de confiance. Ancien des forces spéciales, formé partiellement par des instructeurs français et américains, Damiba se présente comme l'homme de la situation sécuritaire, le technicien de la guerre contre-insurrectionnelle qui va enfin apporter les résultats que la classe politique civile s'était montrée incapable de produire. La population l'accueille sans enthousiasme excessif, mais avec une résignation teintée d'espoir prudent. Peut-être que cette fois, avec un militaire aux commandes, les choses seraient différentes. Elles ne l'ont pas été. En moins de 9 mois, la situation sécuritaire ne s'était pas améliorée de façon significative et des rumeurs persistantes circulaient selon lesquelles Damiba cherchait un accommodement avec certains groupes armés plutôt qu'une victoire décisive contre eux, ce que ses partisans expliquaient par le réalisme et ce que ses opposants interprétaient comme de la compromission. C'est dans ce contexte de désillusions accumulées, de violences qui ne reculent pas, de solutions qui échouent les unes après les autres, que Ibrahim Traoré sort de l'ombre en septembre 2022. Il n'est pas le chef d'une grande coalition politique. Il n'est pas le candidat d'un mouvement populaire structuré depuis des années. Il n'a pas derrière lui les ressources d'un réseau international qui chercherait à placer son homme. Il est un capitaine d'artillerie qui a combattu dans les zones les plus dangereuses du pays, qui a vu ses hommes mourir, qui a regardé de près l'écart vertigineux entre les discours officiels sur la guerre contre le terrorisme et la réalité quotidienne des soldats burkinabés abandonnés avec un équipement insuffisant face à des groupes armés qui semblaient paradoxalement mieux renseignés, mieux financés, mieux organisés que les forces censées les combattre. Ce qu'il a vu dans ces tranchées africaines l'a convaincu d'une chose, le problème n'était pas tactique, il était systémique. Quand les chars de Traoré prennent position dans Ouagadougou en septembre 2022, quelque chose de différent des précédents coups d'État se produit dans les rues de la capitale. Les gens ne se terrent pas chez eux par peur ou par indifférence résignée. Certains descendent dans la rue pour soutenir. Des drapeaux burkinabés apparaissent aux fenêtres. Des jeunes filment et diffusent en direct. La fatigue d'un peuple qui a tout essayé dans les cadres autorisés et qui voit maintenant quelqu'un prêt à sortir de ces cadres se transforme en quelque chose qui ressemble dangereusement à de l'espoir. Et l'espoir, dans un pays qui en a été si longtemps privé, est une énergie politique extraordinairement puissante, capable de faire oublier provisoirement les risques et les incertitudes que toute rupture radicale avec l'ordre établi porte inévitablement en elle. Bondokui est une ville que vous ne trouverez pas dans les grands récits de l'histoire mondiale. Elle se situe dans la province du Mouhoun, dans le nord-ouest du Burkina Faso, une région de savane et de latérite rouge où la chaleur en saison sèche atteint des niveaux qui semblent défier toute activité humaine soutenue. C'est une ville de marché, d'agriculteurs, d'éleveurs, de gens qui connaissent le prix réel des choses parce qu'ils les ont produites de leurs mains. Ce n'est pas une ville de diplomates ni de technocrates, pas un lieu où l'on prépare les enfants à gravir les échelons d'une élite nationale branchée sur les circuits du pouvoir international. C'est pourtant de là qu'Ibrahim Traoré est sorti, en 1988, pour devenir à 35 ans le chef d'État le plus jeune du monde et l'un des plus controversés de sa génération. Les détails de son enfance et de sa formation sont moins documentés que ceux des dirigeants qui ont grandi dans les capitales et fréquenté les grandes écoles. Ce silence partiel est lui-même révélateur. Traoré n'appartient pas à la caste des fils de ministres et de hauts fonctionnaires qui constituent l'ossature habituelle des élites politiques africaines francophones. Ces hommes, formés à Sciences Po Paris ou à l'École nationale d'administration et revenus au pays avec, dans leur bagage, les réflexes intellectuels et les loyautés implicites de ceux qui ont été fabriqués dans les institutions françaises. Son parcours passe par l'école militaire de Ouagadougou, puis par des formations dans plusieurs pays, notamment au Maroc et au Sénégal, et aboutit à une spécialisation dans l'artillerie qui le mènera sur les fronts les plus chauds de la guerre, contre les groupes armés dans le nord et l'est du Burkina Faso. C'est un cursus qui forge une certaine vision des choses. Celle d'un homme qui a appris la réalité de son pays
non pas dans des livres, mais dans la poussière et le sang des zones de combat. Ce détail de la trajectoire est crucial pour comprendre ce qui distingue Traoré des putschistes africains ordinaires, ceux dont les coups d'État ne sont que des changements de costume au sommet d'un appareil d'État fondamentalement inchangé. La plupart des officiers, qui ont pris le pouvoir en Afrique de l'Ouest au cours des dernières décennies, venaient des états-majors, des bureaux feutrés où l'on planifie loin des réalités du terrain, des réseaux de relations entretenus avec les attachés militaires étrangers et les représentants des grandes puissances. Traoré, lui, venait des tranchées. Il avait commandé des hommes qui mouraient. Il avait vu de ses propres yeux l'écart entre la stratégie officielle et la vérité du combat. Cette expérience directe de la violence et de l'abandon produit un type de conviction politique que les salons ne fabriquent pas. Ses premières décisions après la prise du pouvoir révèlent une cohérence idéologique que beaucoup n'avaient pas anticipée. Il ne décrète pas simplement un état d'urgence sécuritaire ou un programme de réforme administrative. Il commence à recomposer les alliances fondamentales de son pays, remettant en question des partenariats qui semblaient aussi permanents que la géographie. La rupture avec la France n'est pas présentée comme un coup de colère ou une manœuvre tactique destinée à renégocier des termes plus favorables. Elle est présentée comme une nécessité stratégique, une condition préalable à toute souveraineté réelle. Et derrière ce discours, il y a une cohérence philosophique qui rappelle immédiatement à ceux qui connaissent l'histoire burkinabé les formulations d'un autre capitaine, mort 35 ans plus tôt avec une balle dans le corps et une idée dans la tête. La comparaison avec Thomas Sankara s'impose d'elle-même, et Traoré ne cherche pas à l'esquiver. Il l'assume, il la revendique. Il pose dans des décors où le portrait de Sankara est visible. Il cite sa pensée, il reprend ses formulations sur la dignité africaine et le refus de la mendicité internationale. Mais il y a dans cette filiation revendiquée quelque chose de plus complexe qu'une simple stratégie de légitimation par l'icône. Traoré appartient à une génération qui a grandi avec Sankara comme figure mythique, comme martyr fondateur d'une aspiration inaccomplie. Pour lui et pour des millions de jeunes Africains de sa génération, Sankara n'est pas un souvenir lointain, ni une référence académique. C'est une blessure ouverte, une promesse brisée par une balle tirée dans une cour à Ouagadougou le 15 octobre 1987, et cette blessure n'a jamais cicatrisé parce que les conditions qui l'ont produite n'ont jamais été réellement résolues. Ce que les observateurs extérieurs ont du mal à saisir, souvent, c'est le degré auquel la personnalité publique de Traoré tranche avec les codes habituels du pouvoir africain post-colonial. Il ne porte pas les costumes sombres des présidents formés à l'occidental. Il parle sans le vernis rhétorique des technocrates du développement, sans les précautions de langage de ceux qui savent qu'ils seront jugés à Bruxelles ou à Washington autant qu'à Ouagadougou. Son style de communication est direct jusqu'à la brutalité, parfois maladroit dans ses excès, toujours authentique dans son refus du masque diplomatique. Dans un monde politique où la performance du pouvoir est presque toujours une mise en scène calculée pour rassurer les partenaires étrangers, cette absence apparente de filtre est en elle-même un message politique extraordinairement puissant. Mais Traoré est aussi un homme qui gouverne dans des conditions d'une difficulté objective extraordinaire, et il serait intellectuellement malhonnête de réduire son portrait à celui d'un héros sans ambiguïté. Il dirige un pays en guerre civile, larvé contre des groupes armés qui contrôlent des portions significatives du territoire national. Il gouverne en état d'exception, avec les restrictions aux libertés publiques que cela implique, des restrictions que ses partisans justifient par l'urgence sécuritaire et que ses critiques dénoncent comme une dérive autoritaire. Des journalistes ont été expulsés, des voix dissidentes ont été réduites au silence, des organisations de la société civile ont vu leur espace de manœuvre se rétrécir. Ces faits existent, ils méritent d'être nommés, et ils coexistent de façon inconfortable avec le récit de la libération nationale que Traoré incarne pour ses admirateurs. Ce qui rend Ibrahim Traoré fascinant au-delà du Burkina Faso, ce qui explique que son visage s'affiche sur des murs à Dakar, à Conakry, à Kinshasa,
À Paris, même dans les quartiers de la diaspora africaine, c'est qu'il cristallise une question que le 21e siècle africain ne peut plus différer. Est-il possible de rompre, avec 60 ans de dépendance structurelle, sans passer par une période de rupture violente avec les normes imposées par ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change? Est-il possible d'être à la fois souverain et démocratique, révolutionnaire et respectueux des droits, quand les forces que vous affrontez n'ont aucun scrupule à utiliser toutes les armes disponibles pour vous neutraliser? Ce sont des questions sans réponse simple. Et un capitaine de 35 ans, sorti d'un village du nord-ouest du Burkina Faso, est en train d'essayer d'y répondre en temps réel, sous le regard du monde entier. Il y a des moments dans l'histoire qui semblent impossibles jusqu'à la seconde où ils se produisent, et qui semblent inévitables la seconde d'après. Le départ des soldats français du Burkina Faso est l'un de ces moments. Pendant des décennies, la présence militaire française en Afrique de l'Ouest avait fonctionné comme un axiome, une réalité si profondément inscrite dans l'architecture du pouvoir régional que la remettre en question paraissait relever non pas du réalisme politique, mais de la pensée magique. Les bases étaient là. Les accords étaient signés. Les relations personnelles entre états-majors étaient entretenues avec soin. Et puis, en janvier 2023, le gouvernement de transition burkinabé a notifié à la France qu'elle disposait d'1 mois pour retirer ses forces spéciales du territoire national. 1 mois, 30 jours pour défaire ce que plusieurs décennies avaient reconstruit. Pour comprendre la mécanique de cette rupture, il faut remonter aux semaines qui ont précédé l'ultimatum officiel. Les tensions entre Ouagadougou et Paris s'étaient accumulées depuis l'arrivée de Traoré au pouvoir avec une logique presque géologique, par couches successives de méfiance, de déclarations mal reçues et de gestes symboliques chargés de sous-entendus stratégiques. Traoré avait commencé à parler publiquement de la nécessité pour le Burkina Faso de diversifier ses partenariats sécuritaires, formulation diplomatique que tout le monde décodait immédiatement comme une allusion à la Russie et à d'autres acteurs non occidentaux. Les autorités françaises avaient répondu par des mises en garde officielles et des fuites dans la presse sur les risques que représentait un rapprochement avec Moscou. Ce dialogue de sourds, joué sur la scène publique, tout en se poursuivant dans les canaux privés de la diplomatie, avait progressivement réduit l'espace de toute solution de compromis. L'élément déclencheur direct, celui qui a transformé la tension, diffuse en rupture, formelle et irréversible, est lié à un incident dont les contours exacts restent partiellement opaques, mais dont les conséquences politiques sont parfaitement claires. Des informations ont circulé selon lesquelles des militaires français présents sur le sol burkinabé auraient eu des activités qui dépassaient le cadre de leur mission officielle de lutte antiterroriste, des activités de renseignement et de surveillance qui auraient inclus le suivi de mouvements de responsables burkinabés eux-mêmes. Que ces informations soient entièrement exactes, partiellement exactes ou amplifiées par la dynamique politique du moment, leur effet sur la perception de la présence française par le gouvernement de transition a été dévastateur et définitif. La confiance, déjà fragile, s'est brisée net. La réaction populaire à l'annonce de l'expulsion des forces françaises a dépassé tout ce que les analystes avaient prévu. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de personnes sont descendues spontanément pour exprimer leur soutien à la décision, brandissant des drapeaux burkinabés et russes côte à côte dans une iconographie qui résumait à elle seule le basculement géopolitique en cours. Ces manifestations n'étaient pas organisées par le gouvernement, même si celui-ci les a évidemment laissées se dérouler sans intervenir. Elles exprimaient quelque chose de réel, une émotion populaire authentique qui avait été comprimée pendant trop longtemps et qui trouvait dans ce moment historique une occasion de s'exprimer sans filtre. Pour beaucoup de Burkinabés, voir des soldats français charger leurs équipements dans des camions et prendre la route vers les frontières n'était pas seulement un événement politique. C'était une catharsis. Paris a répondu à cette expulsion avec une combinaison de dignité offensée et de menaces voilées, qui en disait long sur la façon dont la France percevait encore sa relation avec ses anciennes colonies. Des déclarations officielles ont évoqué une décision regrettable qui affaiblirait la lutte contre le terrorisme dans la région
positionnant ainsi la France non pas comme une puissance contrainte de partir, mais comme une puissance généreuse dont le départ pénaliserait avant tout les populations qu'elle protégeait. Cette rhétorique, qui aurait peut-être fonctionné dans les années 90 ou 2000, a eu l'effet inverse de celui escompté dans le contexte de 2023. Elle a confirmé exactement le récit que Traoré et ses alliés régionaux construisaient, celui d'une France incapable de concevoir l'Afrique autrement que comme un espace sous tutelle, indignée qu'on lui rappelle qu'elle est un invité et non un propriétaire. Mais l'expulsion des soldats français n'était que le premier acte d'une recomposition bien plus profonde. Simultanément, ou presque, le Burkina Faso mettait fin à l'accord qui permettait à la radio française, Radio France Internationale, d'émettre sur le territoire national, coupant ainsi l'un des vecteurs les plus puissants de l'influence culturelle et informationnelle française en Afrique de l'Ouest. Cette décision, moins spectaculaire visuellement que le départ des militaires, était peut-être encore plus significative sur le plan symbolique. Elle signifiait que la souveraineté que Traoré revendiquait n'était pas uniquement militaire ou économique. Elle était aussi cognitive, informationnelle, culturelle. Le droit de définir la réalité à l'intérieur de ses propres frontières, de contrôler les récits qui circulent dans l'espace public national, faisait partie intégrante de ce que le gouvernement de transition entendait par indépendance réelle. La question que tout le monde posait alors, et que beaucoup posent encore, est celle des alternatives concrètes que Traoré entendait mettre en place pour remplacer ce que la rupture avec la France supprimait. La réponse est venue sous plusieurs formes, certaines claires et documentées, d'autres plus floues et sujettes à des interprétations divergentes. Du côté sécuritaire, des instructeurs et des équipements russes ont commencé à arriver au Burkina Faso, dans des conditions de discrétion qui tranchaient avec la visibilité habituelle des partenariats militaires occidentaux. Des discussions ont été engagées avec la Turquie, avec la Chine, avec l'Iran, avec des acteurs régionaux africains qui n'avaient pas de liens historiques avec le système néocolonial français. Cette diversification des partenaires était présentée par Ouagadougou comme l'exercice normal d'une souveraineté pleine et entière. Elle était présentée par Paris et ses alliés comme une plongée dangereuse dans les bras de puissances prédatrices aux motivations encore plus opaques que celles de la France. Ce débat sur l'un des nouveaux partenaires de Traoré mérite d'être pris au sérieux, sans naïveté dans aucune direction. Il est vrai que la Russie, comme toute grande puissance, poursuit en Afrique des intérêts qui lui sont propres et qui ne coïncident pas nécessairement avec le bien-être des populations du Sahel. Il est également vrai que la France, pendant 60 ans, a poursuivi en Afrique des intérêts qui lui étaient de propre et qui ne coïncidaient pas nécessairement avec le bien-être des populations africaines. L'argument selon lequel remplacer un partenaire extérieur par un autre constituerait une erreur stratégique est intellectuellement recevable, mais il est fondamentalement affaibli par le fait que ceux qui le formulent sont précisément ceux qui bénéficiaient du partenariat précédent. Et quand Traoré répond à ces critiques en disant que le Burkina Faso a le droit de choisir ses amis comme n'importe quelle nation souveraine sur cette planète, il est difficile de trouver dans le droit international un argument solide pour le contredire. Il existe dans l'histoire des moments où plusieurs rivières souterraines, qui coulaient séparément depuis des années dans l'obscurité, remontent soudainement à la surface en même temps et se rejoignent pour former un fleuve que personne n'avait cartographié. La création de l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023 est exactement ce genre de moment. Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, le Mali d'Assimi Goïta, le Niger d'Abdourahmane Tchiani. 3 pays, 3 coups d'État militaires survenus en l'espace de quelques années. 3 gouvernements de transition qui avaient à chacun rompu avec la France, chacun subi les pressions de la CEDEAO, chacun était qualifié de déstabilisateur dangereux par les chancelleries occidentales. Ensemble, ils représentaient quelque chose de qualitativement différent d'une simple addition de crises régionales. Ils représentaient une doctrine. Pour saisir la portée de cette alliance, il faut d'abord comprendre ce qu'était la CEDEAO avant qu'ils la quittent et pourquoi leur départ a provoqué une crise institutionnelle
que l'organisation n'avait clairement pas anticipé. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest existe depuis 1975, créée avec des ambitions d'intégration régionale qui rappellent, dans leurs principes fondateurs, ceux de l'Union européenne. Libre circulation des personnes et des biens, coordination des politiques économiques, mécanisme de résolution des conflits. Sur le papier, c'est une architecture admirable. Dans la réalité des années 2010 et 2020, la CEDEAO était devenue, aux yeux de beaucoup d'Africains de l'Ouest, quelque chose de bien différent. Un instrument de pression aux mains des puissances régionales les plus liées aux intérêts occidentaux. Un club dont les règles étaient définies par ceux qui avaient le plus à perdre d'un changement véritable. La gestion de la crise nigérienne par la CEDEAO en 2023 a été le révélateur brutal de cette perception. Quand les militaires nigériens ont renversé le président Mohamed Bazoum en juillet 2023, la réponse de l'organisation régionale a stupéfié par sa radicalité. Menaces d'intervention militaire directe, ultimatum public, sanctions économiques immédiates, frappant une population déjà parmi les plus pauvres du monde. Ces mesures, présentées comme une défense des principes démocratiques, ont eu un effet politique inverse et massif. Elles ont convaincu des millions de personnes au Sahel et au-delà que la CEDEAO défendait moins la démocratie en tant que système au service des peuples que la stabilité d'un ordre régional favorable aux intérêts de certains États membres et de leurs partenaires extérieurs. Le Burkina Faso et le Mali ont répondu aux menaces contre le Niger en déclarant qu'une attaque militaire contre Niamey serait considérée comme une déclaration de guerre contre eux-mêmes. Ce moment précis a marqué la naissance effective de l'Alliance des États du Sahel, bien avant que le traité en soit formellement signé. La structure institutionnelle de l'AES mérite d'être examinée sérieusement parce qu'elle révèle une ambition qui dépasse la simple coalition défensive de 3 gouvernements militaires qui ont les mêmes ennemis. Le traité fondateur, signé à Bamako, prévoit une architecture qui ressemble par certains aspects à ce que les pères fondateurs du panafricanisme imaginaient dans les années 50 et 60. Une défense collective au sens strict, mais aussi une harmonisation progressive des politiques économiques, une mise en commun de certaines ressources stratégiques et à terme une monnaie commune qui remplacerait le franc CFA dans les 3 pays membres. Cette dernière ambition est peut-être la plus révolutionnaire de toutes, parce qu'elle touche directement au cœur du mécanisme de dépendance économique que le chapitre précédent a décrit. Une monnaie souveraine, contrôlée par les États qui l'émettent, serait le signe le plus concret et le plus irréversible d'une rupture avec le système néocolonial monétaire. Mais l'AES, c'est aussi une réalité géographique et humaine d'une ampleur que les commentateurs occidentaux ont souvent sous-estimée. Les 3 pays membres de l'Alliance représentent ensemble un territoire de plus de 3 millions de kilomètres carrés, soit une superficie comparable à celle de l'Inde. Leur population combinée dépasse les 70 millions de personnes avec une démographie parmi les plus jeunes du monde. Des pays où la médiane d'âge se situe autour de 17 ans, ce qui signifie que la majorité de la population est née après les années 2000 et a grandi dans un monde connecté, informé, parfaitement conscient du fossé entre les richesses de son sous-sol et la pauvreté de ses conditions de vie. Ce peuple jeune, nombreux et connecté est le terreau politique naturel du projet que Traoré, Goïta et Tchiani incarnent, et sa mobilisation potentielle représente une force que les calculs géopolitiques traditionnels intègrent encore très mal. Les ressources naturelles que contrôle collectivement l'AES donnent également une dimension stratégique à l'Alliance qui explique l'intensité des réactions qu'elle a suscitées dans les capitales occidentales. Le Niger possède d'importantes réserves d'uranium et de pétrole. Le Mali détient des gisements d'or parmi les plus importants d'Afrique de l'Ouest, ainsi que des ressources en lithium, dont l'importance stratégique pour la transition énergétique mondiale ne cesse de croître. Le Burkina Faso exploite de l'or, du zinc, du manganèse. Ensemble, ces 3 pays, assis sur une partie substantielle des ressources dont l'économie mondiale du XXIe siècle a besoin pour fonctionner,
décide de gérer ses ressources en dehors des cadres qui ont jusqu'ici garanti aux multinationales occidentales un accès privilégié. C'est une perturbation économique majeure déguisée en crise politique régionale, et ceux qui perdent le plus dans ce réarrangement sont précisément ceux qui crient le plus fort à la déstabilisation. Le retrait formel du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, officialisé en janvier 2024, a provoqué une onde de choc institutionnel dont les conséquences continuent de se déployer. Pour la CEDEAO, perdre 3 membres représente une remise en question existentielle de sa légitimité et de son modèle. Pour l'AES, ce retrait est un acte fondateur qui ancre l'Alliance dans une réalité juridique et diplomatique permanente, difficile à renverser sans une transformation politique majeure dans l'un des 3 pays membres. D'autres nations de la région observent avec attention, calculant leurs propres intérêts, évaluant si l'attraction du nouveau pôle sahélien ne commencerait pas à peser plus lourd que les avantages d'une appartenance à une organisation régionale en perte de crédibilité. La Guinée, le Sénégal après son alternance politique de 2024, d'autres encore envoient des signaux ambigus que les architectes de l'AES reçoivent avec un intérêt non dissimulé. Ce que Ibrahim Traoré a contribué à construire avec l'Alliance des États du Sahel n'est donc pas simplement un arrangement de sécurité collective entre 3 pays voisins qui partagent des problèmes communs. C'est une tentative de démontrer par l'exemple qu'une autre architecture des relations internationales africaines est possible. Une architecture dans laquelle les États du continent définissent eux-mêmes leurs priorités, choisissent eux-mêmes leurs partenaires et refusent de soumettre leur souveraineté à l'approbation de puissances extérieures qui ont historiquement défini la stabilité africaine comme la stabilité de leurs propres intérêts en Afrique. Si ce projet réussit, même partiellement, même imparfaitement, il change les règles du jeu pour tout le continent. Et si ses ennemis réussissent à le détruire, ils confirmeront précisément ce que ses fondateurs ont toujours dit sur la du système qu'ils combattent. Le 15 octobre 1987, à 17h30, des hommes armés font irruption dans une réunion du Conseil national de la Révolution à Ouagadougou. Thomas Sankara, 37 ans, président du Burkina Faso depuis 4 ans, sort de la salle les mains levées. Il est abattu quelques secondes plus tard, avec 12 de ses collaborateurs, dans la cour du siège du parti. Son corps est enterré à la hâte, sans cérémonie, dans une fosse commune. Le nouveau pouvoir, dirigé par son ami de toujours Blaise Compaoré, s'empresse de refermer le dossier, de rayer le nom de Sankara des manuels scolaires, d'effacer méthodiquement les traces d'une révolution qui avait duré 4 ans et qui avait, en 4 ans, changé plus de choses dans la vie quotidienne des Burkinabés que les décennies qui avaient précédé et suivi. Mais les idées que l'on enterre ne se décomposent pas comme les corps. Elles attendent. Pour comprendre pourquoi la comparaison entre Sankara et Traoré s'impose avec une telle force dans les conversations politiques africaines d'aujourd'hui, il faut revisiter ce que Sankara a réellement accompli pendant ses 4 années au pouvoir, au-delà de la légende et de l'iconographie. En 4 ans, son gouvernement a lancé une campagne de vaccination qui a immunisé 2 500 000 enfants contre la méningite, la fièvre jaune et la rougeole en l'espace de quelques semaines, un exploit logistique que les organisations sanitaires internationales ont qualifié d'exceptionnel. Il a lancé un programme de construction de logements, d'écoles et de dispensaires dans les villages les plus reculés, mobilisant les populations locales comme acteurs de leur propre développement plutôt que comme bénéficiaires passifs de l'aide internationale. Il a redistribué les terres agricoles des féodaux aux paysans qui les travaillaient. Il a réduit son propre salaire et celui de ses ministres, vendu les Mercedes officielles pour acheter des Renault 4 économiques et demandé à ses fonctionnaires de porter des tenues faites de coton burkinabé tissé localement. Ces gestes n'étaient non pas que symboliques. Ils construisaient une éthique du pouvoir que personne avant lui n'avait osé incarner aussi radicalement. Sankara avait aussi compris, bien avant que le terme ne devienne à la mode dans les cercles académiques occidentaux, que la dépendance économique et la dépendance intellectuelle sont les 2 faces d'une même monnaie. Son discours prononcé à Addis Abeba
En juillet 1987, devant l'Organisation de l'Unité africaine, quelques mois avant son assassinat, reste l'un des textes politiques les plus lucides et les plus courageux jamais produits par un chef d'État africain. Il y expliquait, avec une clarté qui devait signer son arrêt de mort, pourquoi la dette extérieure africaine était un instrument de domination et non un mécanisme de développement, pourquoi rembourser cette dette revenait à financer les politiques de ceux qui appauvrissaient délibérément l'Afrique, et pourquoi une union des États africains refusant collectivement de payer serait la seule réponse rationnelle à ce que la logique des faits imposait. 3 mois plus tard, il était mort. La coïncidence chronologique a été notée par beaucoup. L'enquête judiciaire sur les commanditaires de son assassinat a mis 30 ans à aboutir partiellement, et ses conclusions ont confirmé des noms et des complicités que personne dans les milieux du pouvoir africain et occidental n'avait intérêt à voir mis en pleine lumière. Ibrahim Traoré a grandi dans un pays où Sankara était officiellement effacé, mais officieusement omniprésent. Son portrait circulait sous le manteau, ses discours s'échangeaient sur des cassettes, puis sur des clés USB, puis sur « Les jeunes burkinabés de la génération de Traoré ont découvert Sankara, non pas dans les écoles, où il était absent, mais dans les conversations familiales chuchotées, dans les milieux militants, sur Internet. » Cette transmission clandestine a fait de Sankara quelque chose de plus puissant qu'un simple précédent historique. Elle en a fait un mythe fondateur, une mesure de toute chose, un étalon moral à l'aune duquel chaque dirigeant burkinabé était implicitement jugé et invariablement trouvé insuffisant. Quand Traoré arrive au pouvoir et commence à parler et à agir comme il le fait, la génération qui avait grandi avec ce mythe reconnaît immédiatement quelque chose qu'elle avait cessé d'espérer trouver dans la vie réelle. Les parallèles entre les deux hommes sont frappants au point d'en être parfois troublants. 2 capitaines d'artillerie burkinabés, 2 hommes arrivés au pouvoir à un âge où la plupart des dirigeants africains commencent à peine leur ascension dans les hiérarchies partisanes. 2 hommes qui ont immédiatement rompu avec les codes du pouvoir post-colonial, qui ont refusé les costumes du protocole international, qui ont parlé à leur peuple dans une langue directe sans les filtres de la communication politique professionnelle. 2 hommes qui ont identifié la France comme un obstacle à la souveraineté réelle de leur pays et qui ont agi en conséquence avec une radicalité que leurs prédécesseurs n'avaient jamais osée. Ces parallèles alimentent l'espoir de ceux qui voient dans Traoré le continuateur de l'œuvre inachevée. Ils alimentent aussi une angoisse que personne ne formule à voix haute, mais que tout le monde ressent. Si l'histoire se répète, comment se terminera-t-elle? Car il y a dans la comparaison avec Sankara une dimension que l'enthousiasme populaire tend à minimiser et que la lucidité historique oblige à regarder en face. Sankara a été tué. Il a été tué parce qu'il représentait une menace réelle pour des intérêts réels, parce que sa révolution commençait à produire des résultats qui montraient qu'une autre voie était possible, parce que son influence rayonnait au-delà des frontières du Burkina Faso et inspirait des mouvements dans d'autres pays de la région. Traoré fait face aux mêmes intérêts, avec des moyens peut-être encore plus puissants qu'en 1987, dans un contexte géopolitique régional encore plus tendu. La question de sa survie physique n'est pas une question morbide ou sensationnaliste. C'est une question politique centrale que ses propres partisans posent avec une anxiété qu'il maîtrise difficilement. Il le sait, et il en parle lui-même publiquement, avec un détachement qui ressemble soit à un courage extraordinaire, soit à une forme de fatalisme que seuls comprennent vraiment ceux qui ont regardé la mort de près dans les zones de combat du Sahel. Mais la comparaison a aussi ses limites, et les ignorer serait rendre un mauvais service à la compréhension de ce qui se passe réellement. Traoré opère dans un monde de 2023, pas de 1987. Un monde où les réseaux sociaux ont rendu impossible l'effacement silencieux d'un dirigeant et d'une idée. Un monde où l'Alliance des États du Sahel crée une solidarité régionale qui n'existait pas du temps de Sankara, isolé dans son projet révolutionnaire
face à des voisins qui regardaient son exemple avec crainte autant qu'avec admiration. Un monde où la Chine, la Russie, la Turquie et d'autres puissances émergentes offrent des alternatives aux partenariats occidentaux que Sankara n'avait pas à sa disposition. Ces différences de contexte ne garantissent rien. Elles ne blindent pas Traoré contre les forces qui ont détruit son prédécesseur, mais elles modifient le calcul des coûts et des bénéfices d'une élimination. Et cette modification compte dans un monde où chaque action géopolitique est immédiatement visible, commentée et jugée par des milliards de personnes connectées. L'ombre de Sankara protège peut-être Traoré autant qu'elle l'oblige, car tuer un deuxième capitaine burkinabé en treillis devant les yeux du monde serait confirmer, de la façon la plus brutale qui soit, tout ce que Traoré a dit sur la du système qu'il combat. Il y a quelque chose d'irréversible qui s'est produit dans l'espace politique africain depuis septembre 2022. Quelque chose que ni les sanctions économiques, ni les condamnations diplomatiques, ni même une éventuelle chute de Traoré lui-même ne pourraient désormais effacer. Une démonstration a été faite. La preuve par l'exemple a été administrée devant des centaines de millions de témoins connectés et attentifs. Un pays parmi les plus pauvres du monde, sans accès à la mer, sans arsenal nucléaire, sans poids économique capable de faire trembler les marchés mondiaux, a regardé l'une des puissances militaires historiques du monde dans les yeux et lui a dit de partir. Et la puissance est partie. Ce fait brut, dépouillé de toute rhétorique, de toute idéologie, de toute mise en scène, est en lui-même une révolution dans la psychologie politique du continent africain et de sa diaspora mondiale. La onde de choc idéologique produite par les actions de Traoré ne se mesure pas seulement dans les sondages d'opinion ou les manifestations de rue, bien que ces indicateurs soient déjà éloquents. Elle se mesure dans le changement de langage observable chez une génération entière de jeunes Africains qui ont commencé à parler de souveraineté, d'indépendance monétaire, de partenariats équilibrés, non plus comme d'aspirations lointaines et théoriques, mais comme d'objectifs politiques concrets et immédiatement atteignables. Des débats qui se tenaient autrefois dans les cercles académiques et militants circulent désormais dans les conversations ordinaires, sur les applications de messagerie, dans les cafés d'Abidjan et de Douala, dans les barbershops de Paris et de Montréal, où la diaspora africaine suit l'actualité du continent avec une intensité que les décideurs européens ont longtemps sous-estimée. Traoré a changé ce que les gens croient possible, et changer ce que les gens croient possible est peut-être le seul changement qui compte vraiment sur le long terme. Dans plusieurs pays de la région, les gouvernements établis regardent le phénomène Traoré avec un mélange d'inquiétude et d'adaptation forcée. Des présidents qui, il y a encore 3 ans, n'auraient jamais osé remettre publiquement en question les termes de leurs accords de défense avec la France ou les conditions imposées par les institutions financières internationales, modifient leur discours, adoptent un vocabulaire de la souveraineté qu'ils auraient autrefois laissé aux opposants radicaux. Ce mimétisme rhétorique n'est pas de la sincérité, c'est de la survie politique. Ces dirigeants ont compris que leur population, informée et mobilisée comme elle ne l'avait jamais été auparavant, les jugeront désormais à l'aune d'une exigence souverainiste que Traoré a contribué à normaliser et à rendre incontournable. Même ceux qui détestent ce qu'il représente sont contraints de parler sa langue. Mais l'impact de ce qui se passe au Sahel dépasse les frontières africaines de façon que l'on commence seulement à mesurer correctement. Dans les pays du Sud global, du Venezuela à l'Indonésie, de l'Inde à Cuba, les événements du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont suivis comme le symbole d'un basculement plus large dans l'ordre mondial, le signe visible d'un effacement progressif de la hiérarchie entre nations qui a structuré les relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La montée en puissance de la Chine, la résurgence de la Russie comme puissance perturbatrice, la crise de légitimité des institutions multilatérales nées à Bretton Woods et à San Francisco en 1945. Tous ces phénomènes convergent pour créer un moment historique où les règles du jeu international sont genuinement contestées pour la première fois depuis des décennies. Traoré n'a pas créé ce moment,
mais il l'incarne avec une clarté et une radicalité que d'autres acteurs plus puissants n'ont pas osé assumer aussi frontalement. Il faut aussi regarder en face les limites réelles et les dangers concrets de ce que Traoré a mis en mouvement, parce que l'honnêteté intellectuelle l'exige et parce que ses propres partisans les plus lucides ne les ignorent pas. La situation sécuritaire au Burkina Faso reste extrêmement grave malgré les changements d'alliance et de stratégie. Les groupes armés djihadistes n'ont pas été vaincus. Ils ont parfois étendu leur influence dans certaines zones pendant que l'attention politique et médiatique se concentrait sur les batailles diplomatiques avec Paris et la CEDEAO. Les populations civiles continuent de mourir, de fuir, de souffrir d'une insécurité alimentaire sévère dans les régions les plus touchées par le conflit. La promesse de la souveraineté ne nourrit pas immédiatement les enfants des villages du Sahel dont les marchés ont été fermés par la peur des attaques. Et si Traoré ne réussit pas à traduire son projet politique en améliorations concrètes et mesurables dans la vie des Burkinabés ordinaires dans un délai que la patience populaire peut encore tolérer, le retournement de l'opinion pourrait être aussi brutal que l'enthousiasme initial avait été intense. La question de la transition vers un ordre constitutionnel civil reste également ouverte, et elle n'est pas secondaire. Traoré dirige un gouvernement de transition qui s'est engagé à organiser des élections et à remettre le pouvoir à des civils élus, mais les délais initialement annoncés ont déjà été repoussés plusieurs fois, sous la pression des priorités sécuritaires et des réalités politiques internes. Ces reports sont compréhensibles dans le contexte d'un pays en guerre, mais ils alimentent une question légitime que même les admirateurs de Traoré commencent à poser. Est-ce que le projet révolutionnaire nécessite réellement une concentration prolongée du pouvoir entre les mains d'un gouvernement militaire, ou est-ce que cette concentration devient progressivement une fin en soi plutôt qu'un moyen transitoire? La réponse à cette question déterminera en grande partie si Traoré entre dans l'histoire comme un libérateur ou comme un dirigeant parmi d'autres qui a utilisé le langage de la libération pour justifier un pouvoir personnel. Ce que l'on peut dire avec certitude, en regardant l'ensemble de ce qu'Ibrahim Traoré a déclenché depuis septembre 2022, c'est que quelque chose de structurellement différent caractérise le moment africain actuel par rapport à tous les épisodes antérieurs de résistance postcoloniale. Pour la première fois depuis les indépendances, plusieurs États africains agissent de façon coordonnée et simultanée pour remettre en question les fondements d'un système de dépendance avec un soutien populaire documenté dans un contexte géopolitique mondial qui offre des alternatives réelles aux partenariats occidentaux, et sous les yeux d'une jeunesse africaine, continentale et diasporique, connectée, informée et mobilisée comme elle ne l'avait jamais été. Ces conditions réunies créent une dynamique dont l'ampleur dépasse de loin la biographie d'un seul homme ou la politique d'un seul pays. L'histoire que vous venez d'entendre n'est pas terminée. Elle est en train de s'écrire, jour après jour, dans les décisions d'un capitaine de 35 ans sorti d'un village du nord-ouest du Burkina Faso, dans les rues de Ouagadougou et de Bamako et de Niamey, où des millions de personnes ont choisi de croire que leur continent mérite mieux que ce qu'on lui a offert pendant 60 ans, dans les salles de réunion de Paris et de Washington et de Bruxelles, où des hommes en costume regardent avec inquiétude une carte de l'Afrique qui ne ressemble plus tout à fait à ce qu'ils avaient planifié. Quelle que soit la façon dont cette histoire se termine, pour Ibrahim Traoré personnellement, le réveil qu'il symbolise ne peut plus être mis en sommeil. Certaines prises de conscience sont irréversibles. Et l'Afrique qui a dit non ne redeviendra jamais l'Afrique qui ne savait pas qu'elle pouvait le dire.